Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, à peu près 15 000 enfants, tel est le nombre d'élèves et écoliers qui ont abandonné les bancs de l'école en un an dans la seule province de Rutana, des chiffres qui inquiètent les acteurs de l'éducation, surtout que la majorité de ces abandons est constituée par des filles. Après la mesure interdisant les tricycles et les vélos à franchir une grande partie du centre-ville, le constat est que ceux qui vont en souffrir le plus sont les taxis-vélos. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des difficultés dans lesquelles se trouvent les Burundais vivant dans les camps de réfugiés de la RDC après la grève observée par les infirmiers à partir de ce vendredi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons par cette page économique où la suspension des pourcentages des primes destinées aux actionnaires et au personnel des banques, sociétés ou entreprises étatiques et para-étatiques dont lesquelles l'État est actionnaire est contradictoire au principe de gestion des sociétés à capitaux mixtes. C'est du moins l'analyse des experts en économie qui se sont entretenus avec la RPA, des analystes qui expliquent que ce genre de décision requiert une consultation préalable de tous les actionnaires de ces institutions. Emmanuel Nyongeko. La décision politique prise ce mercredi par le ministre des Finances publiques viole les principes fondamentaux de gestion des sociétés au sein desquelles l'État est associé à d'autres actionnaires. Cette assertion des experts consultés par la RPA est fondée selon eux sur le fait que les questions des fonds des sociétés à capitaux mixtes sont plus de principes économiques que politiques. En effet, dans le cas où il y a d'autres actionnaires qui détiennent des actions dans la société, ces experts en économie indiquent que ces associés de l'État doivent être consultés avant qu'une décision ministérielle les concernant ne soit prise. Cela n'a pas été le cas pour ce qui est de la suspension des tantièmes, gratifications et primes de bilan décidées par le gouvernement du Burundi via le ministère des Finances publiques, comme le déplorent ces experts. De plus, ces économistes signalent que la gestion des sociétés et banques d'économie mixte est indépendante. Au moment où l'État a donc ses représentants au sein des conseils d'administration de ces institutions, ces délégués de l'État sont tenus de concerter au préalable les autres membres du groupe des actionnaires avant de décider la suspension des primes de bilan leur destinée. De ce fait, ces spécialistes du domaine de l'économie indiquent que l'appropriation des dividendes des sociétés mixtes s'apparente à un vol, étant donné que les ressources de ces institutions n'appartiennent pas seulement à l'État et que celui-ci est tenu de respecter le code des sociétés déterminant la répartition des dividendes entre les actionnaires à la fin de chaque exercice budgétaire en fonction de leurs actions respectives. De même, les experts font savoir que les tantièmes et autres avantages sont prévus dans les statuts du personnel. Par conséquent, ces spécialistes expliquent que la suspension de ces avantages ne peut être décidée unilatéralement par l'État, à moins de vouloir centraliser la gestion de toutes les institutions où l'État a des actions. Pour conclure, les chercheurs dans le domaine de l'économie qui nous ont confié leur analyse soulignent que, vu les difficultés financières auxquelles est confronté le gouvernement burundais, les décisions politiques prises ces derniers temps constituent des mesures de survie économique et financière. Mais jusqu'à quand, s'interroge-t-il? Merci à toi Emmanuel Nyongeko. Économie toujours, le déficit du compte courant des caisses de l'État burundais enregistré en 2021 va s'accroître davantage en 2022. Ceci transparaît dans un communiqué de presse de l'équipe de la banque FMI de ce 17 mars. Après leur mission de consultation au Burundi, ce déficit sera en grande partie causé par la hausse du prix du pétrole suite à la guerre en Ukraine. Les détails avec Dani Claire, il a trouvé.
Comme c'est écrit dans ce communiqué à la fin de la mission de consultation au Burundi par l'équipe de la banque FMI effectuée du 24 février au 16 mars de cette année, Mme Astou Diouf, la présidente de cette mission au Burundi, a annoncé que l'inflation a augmenté jusqu'à 8,3% en 2021 contre 7,5% en 2020 suite au renchérissement des prix des produits alimentaires et que cette inflation devrait s'accélérer à 9,2% en 2022 à cause de la hausse des prix des matières premières comme le pétrole, une conséquence de la guerre en Ukraine. La chef de mission de la FMI pour le Burundi ajoute que le déficit budgétaire pour 2021-2022 est projeté à 4,6% contre 7,9% à la période de 2020-2021. Une situation qui a été favorisée par l'amélioration du recouvrement des recettes et une hausse des dons, notamment grâce aux dons de vaccins contre la COVID-19 au Burundi. Mme Astou Diouf précise également que le déficit du compte des transactions courantes s'est creusé en 2021 au Burundi. Premièrement, à cause d'une baisse des exportations, par exemple, du café et des produits miniers. Deuxièmement, suite à une hausse des importations répondant aux besoins de l'économie en biens intermédiaires de lutte contre la COVID-19. Malgré une hausse des exportations d'or, le déficit du compte des transactions courantes devrait se creuser davantage en 2022 à cause de la hausse des prix des matières premières, notamment celles du pétrole. Pour conclure, ce communiqué de l'équipe de l'FMI fait savoir qu'au moyen terme, le Burundi continuera à faire face au défi de financer les dépenses prioritaires de protection sociale, celles de relance économique et de développement et celles de lutte contre la COVID-19. Daniclaire Ilatkoumva, en parlant justement de crise financière, les conducteurs de vélo-taxi sont parmi ceux qui vont être financièrement affectés par la mesure de délimitation de la zone interdite à Bujumbura. Notre confrère Émile Nibasumba s'est entretenu avec un conducteur de vélo-taxi de Kamenge. Son reportage. Jean-Marie semble désespéré. Il aura du mal à obtenir les 9 000 francs qu'il gagnait au cours d'une journée de travail intense. Cet argent lui permettait d'assurer les besoins fondamentaux du foyer. Mais à partir de lundi, son vélo-taxi ne sera plus autorisé à dépasser la gare du Nord dans la zone Kamenge. À côté, je vois, la vie va être très compliquée. Personne n'a apprécié la mesure. Moi, je payais 25 000 francs pour le loyer. Même si je ne peux pas dire que je gagnais beaucoup d'argent, ça me permettait de subvenir aux besoins de la famille. Moi, j'ai une femme et 2 enfants. Ils ne manquaient jamais de nourriture. Je leur payais aussi des habits. Jean-Marie estime que cette mesure de délimiter une zone interdite aux vélos, motos et tuk-tuk à Bujumbura va affecter une grande partie de la population. La mesure va nous faire du mal à ceux qui ont de petits moyens et à ceux qui ont de grands moyens. Je ne vois pas comment on va survivre. Ce qui nous reste, c'est la prière, parce que ceux qui sont censés avoir fait des études n'ont pas de travail. Eux aussi survivent grâce aux activités génératrices de revenus. Mais nos autorités ne nous facilitent pas la tâche. Les autorités se sont précipitées. Le gouvernement devrait construire d'abord des routes. Ensuite, il fallait accorder 3 ou 4 ans aux propriétaires des vélos, motos et tuk-tuk pour se préparer. Selon Jean-Marie, le conducteur de vélo-taxi, demain, nous vous parlerons d'une autre catégorie de Burundais qui sera affectée par la mesure. En page politique, en disant que personne ne peut attaquer l'État devant la justice, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a encouragé ceux qui oppressent les autres sans encombre. Propos de Frédéric Bamvugimvila, ancien vice-président du Burundi. Il signale que cela montre que la présidence d'Evariste Ndayishimiye est vide du sens de la voie de la démocratie. Suivez. Cette question liée au propos du président de la République où pratiquement il ose dire qu'on ne peut pas rester dans la justice contre l'exécutif.
ou contre l'État. Parce que pour lui, il disait que voilà, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'État ne peut pas être réduit comme par le passé à cette rencontre des ministres et que pratiquement l'État c'est tout le monde et qu'on ne peut pas porter plainte contre soi-même. Je crois que de ces propos résulte une certaine peut-être ignorance ou peut-être un refus d'accepter ce qui devrait être. Il existe 3 institutions dans un État. La première institution, c'est bel et bien l'exécutif et sa mission est de mettre en exécution le programme arrêté lors des campagnes où l'on fait des promesses à un peuple. Le rôle de l'appareil judiciaire est de régler les conflits sur base de la loi. Sa mission est de faire exécuter les lois à partir de la Constitution. Mais aujourd'hui, aucune autorité ne souffre de violer la Constitution et cela démontre à suffisance que cet homme on ne sait pas exactement localiser sa conviction politique. Mais je ne sais pas comprendre que ce qu'il dit, ça émane de ce qui est écrit, de ce qu'il pense uniquement, ou de son expérience. Mais quand il s'exprime, des fois, on s'interroge. Donc, dire que la justice n'est pas là pour condamner l'État, alors que justement, il y a des citoyens qui sont peut-être des fonctionnaires de l'État, des hauts cadres élus même de l'État, ou de simples citoyens qui peuvent entrer dans une situation où un agent de l'État puisse leur causer du tort et il n'y a que la justice qui doit intervenir. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs cours, y compris la cour administrative. On ne peut pas comprendre un tel comportement et de tels propos et on ne sait pas pourquoi il ose dire ça. Je ne sais pas s'il prend du temps pour réfléchir sur ce qu'il dit et surtout sur les conséquences de ce qu'il dit ou sur l'interprétation qui peuvent résulter de ce genre de déclaration. Parce que ce qu'un président de la République dit, ce qu'un chef d'État dit, c'est quelque chose qui puisse l'engager et il doit penser doublement quand il doit s'exprimer. Parce que ce qu'il dit, ça reste là et il pourra être jugé demain. Il doit comprendre qu'un chef d'État, c'est un chef d'État. Il ne traduit souvent que par ce qu'il dit dans ses propres discours. Et donc c'est pour cette raison que je l'invite à bien réfléchir avant d'ouvrir sa bouche. De la politique, passons à la page éducation pour parler du taux d'abandon scolaire qui inquiète les acteurs de l'éducation en province de Rutana. Selon des rapports relatifs, la seule année scolaire 2020-2021 a connu près de 14 000 cas d'abandon rien que pour l'école fondamentale. Et pour le poste fondamental, l'on a enregistré plus de 600 cas d'abandon, la majorité d'entre eux étant constitués de jeunes filles. Eric Nyonzima pour les détails. Le rythme d'abandon scolaire en province de Rutana fait foi au dos. C'est dans ces termes que s'est exprimé un cadre dans le secteur de l'enseignement dans la province. À l'école fondamentale, le rapport de la direction provinciale de l'enseignement a recensé 13 865 cas d'abandon durant l'année scolaire 2020-2021. C'est dans ce cadre, les filles abandonnent en très grand nombre par rapport aux garçons. Les cas d'abandon sont alarmants. Les filles qui ont abandonné sont au nombre de 6 164, tandis que les garçons sont au nombre de 7 701 au niveau de toute la province. À l'école poste fondamentale, les cas d'abandon pour la même période sont de 6 à 8. Là aussi, le triste record revient aux filles. À l'école poste fondamentale, 310 filles ont abandonné, alors que le nombre de garçons qui ont abandonné est de 298. La commune de Rutana a un taux d'abandon le plus élevé. Les filles sont victimes des hommes ou garçons qui les profitent à cause de la pauvreté, a déclaré ce cadre dans le secteur de l'enseignement en province de Rutana. Nous, en tant que cadre dans le secteur de l'éducation en province de Rutana, la situation nous choque. Les jeunes filles ne sont plus satisfaites de ce que leurs parents leur donnent et souhaitent toujours obtenir beaucoup de choses. Les autres parmi les plus jeunes filles se font innocemment tromper par de petits cadeaux de la part des motards, des taxis vélos et dans certains cas par des policiers. Pire encore, ce sont les jeunes qui font partie des Imbonerakure. Ces derniers ne sont pas inquiétés pour les actes qu'ils commettent contre les jeunes filles, même s'il s'agit d'un cas d'une fille mineure enceinte.
De leur côté, les garçons préfèrent aller chercher de l'argent, c'est toujours ce cadre. Chez les garçons, le constat est que la plupart abandonnent du fait qu'ils aspirent à avoir de l'argent rapidement. Comme ils n'ont pas de modèle de quelqu'un parmi leurs aînés qui aurait réussi la vie grâce aux études, ils préfèrent alors rejoindre de petits métiers comme faire le taxi vélo ou bien le taxi moto. Les conséquences sont nombreuses. Les acteurs du secteur parlent notamment de grossesses non désirées, des mariages précoces pour les filles et la consommation des stupéfiants et du banditisme pour les garçons. Eric Nyonzima, en page société, l'on parle des activités de construction de la digue séparant les deux villes de la zone Gatumba qui n'ont pas été exécutées jusqu'à présent, alors qu'on avait promis aux habitants de la zone Gatumba depuis l'année 2021 que la dite digue sera achevée au courant de la même année. Les inondations s'y observent toujours, comme dans les années précédentes. Les détails avec Elvis Nyomongé. Depuis l'effondrement des digues de la rivière Rusizi qui protégeait les débits de la zone Gatumba, toute la zone a été inondée et ces inondations ont causé beaucoup de pertes matérielles. Selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'IFRC en sigle, plus de 1000 ménages ont été emportés et sera entraîné de déplacement aux habitants de la dite zone dans différents coins du pays. Dès lors, l'administration a informé qu'il va bientôt reconstruire la dite digue pour éviter que ces inondations ne perturbent plus les habitants. Néanmoins, cette promesse n'a pas été honorée. Selon l'IFRC, 5 mois est la durée qui avait été fixée pour reconstruire cette digue. Le plus choquant, c'est que même au site de Kigaramango, où on avait installé la population victime de ces inondations, ces dernières y ont atteint et ont causé beaucoup de dégâts. Ainsi, les habitants de la zone Gatumba ont été relocalisés une fois de plus vers le cas de Malanza, dans une ferme appelée Sober, tandis que d'autres ont été déplacés à l'intérieur du pays. Pourtant, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, IFRC, fait savoir que le 12 juillet 2021, une mise à jour de cette opération avait été publiée pour informer les parties prenantes l'évolution de ce projet de reconstruire pour la population. Durant cette période, une prolongation de 2 mois avait été faite pour terminer cette activité. Malheureusement, rien n'a encore été fait en ce qui concerne la protection de ces habitats alors qu'ils sont menacés par ces inondations. Pourtant, il était prévu qu'au 30 septembre 2021, toutes ces activités devraient être déjà terminées. La page société, c'est aussi la coupure récurrente d'électricité dans certaines zones de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura il y a plus d'une semaine. Certains habitants de cette commune indiquent que suite à cette coupure du courant électrique, certaines activités sont paralysées. Les détails avec Eloge Misère. Certains habitants de la zone Nyakabiga indiquent que suite à des coupures répétitives du courant électrique et de la régie des eaux, qu'il s'observe beaucoup de conséquences, surtout chez certains commerçants qui utilisent le courant électrique. Chaque fois, la coupure du courant s'observe à 19h et retourne à 20h. Vers minuit, une autre coupure s'observe jusqu'à 5h du matin. Les commerçants de lait et de la viande travaillent à perte. Mardi dernier, une maison a été incendiée par le courant électrique à Nyakabiga. La situation est pareille en zone grise. Les habitants se lamentent qu'ils passent des jours sans électricité alors qu'ils paient chaque fois des unités pour le courant électrique. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un délestage ou pas. Hier soir, il y avait des coupures répétitives du courant et il y avait beaucoup de pluie. La question de coupure du courant électrique s'observe aussi bien à Bidza, à Djabé que dans les autres zones. Chez moi au service, nous passons parfois 2 jours sans électricité. Imaginez-vous, nous payons tous les jours les unités du courant électrique alors qu'il n'y a pas de ce courant électrique. À propos de ces lamentations de la population de la commune Mukaza, la rédaction de la LPA n'a pas pu joindre ingénieur Jean Robert Manegomba, directeur général de la régie des eaux, pour qu'il donne des éclaircissements. Merci à toi, Eloge Cuizi. Il a une courte pause et nous parlons droits de l'homme. RPA. Le mouvement scout du Burundi sort de son silence au sujet du dossier de Jean-Marie Kwizera,
veilleur au bureau régional de Matana en province de Bururi, aujourd'hui en cavale suite à ce que ses proches qualifient d'intimidation de la part de ses employeurs. Dans un communiqué de presse sorti hier, le mouvement scout nie ces accusations. Ce mouvement accuse plutôt Jean-Marie Cuizela d'avoir provoqué des querelles jusqu'à ce que la police intervienne. Selon toujours ce communiqué, la police l'a incarcéré dans le cachot communal pour finalement être libéré un jour après par le procureur qui le prenait pour un malade mental, du moins selon le communiqué. Toutefois, ce communiqué n'évoque nulle part la question des arriérés de salaire dont réclame Jean-Marie Cuizela. Contactés à ce sujet, les responsables régionaux de ce mouvement ne reconnaissent ni ne nient avoir une dette envers Jean-Marie Cuizela. Je vous le disais en titre, paralysie des activités ce vendredi à l'hôpital de Mulongwe en République démocratique du Congo. Le personnel soignant de Mulongwe a arrêté de travailler à cause de ses confrères arrêtés par des malfaiteurs. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda et Mulongwe s'inquiètent pour leur santé car ils en seront victimes. Ils n'auront plus accès aux soins de santé. Le reportage est signé Marie-Ange Ilakote. C'était dimanche vers 20h lorsqu'un groupe de Maïmaï s'est introduit dans l'hôpital de Mulongwe situé au sud Kivu où exercent les infirmiers qui soignent les réfugiés burundais des camps de Mulongwe et Lusenda. Selon la source de la RPA, ces Maïmaï sont partis avec eux 4 infirmiers. 2 autres ont pu se sauver. Un groupe de Maïmaï est entré à l'hôpital de Mulongwe où se font soigner les réfugiés de son camp. Ce groupe a kidnappé 4 infirmiers. Le chauffeur d'ambulance et une sentinelle ont pu s'échapper. Ces Maïmaï ont pris avec eux 3 hommes et une femme. Après 6 jours que ces infirmiers ne savent pas où se trouveraient leurs confrères, ils ont décidé d'arrêter les activités ce vendredi pour manifester leur inquiétude. La campagne de vaccination de la rougeole dans ce camp, qui venait à peine de commencer, a été suspendue. Les réfugiés ne savent plus alors à quel sein se vouer. En ce 6e jour, sans qu'ils ne sachent où sont leurs confrères, les infirmiers ont grévé pour montrer leur mécontentement. Ils ont manifesté jusqu'à Lusenda. Toutes les activités sont paralysées. Les malades qui étaient admis ont été renvoyés de cet hôpital. La campagne de vaccination de la rougeole a été suspendue. Ces infirmiers disent qu'ils ont opté pour arrêter leurs activités car ils avaient écrit à toutes les organisations œuvrant dans ce camp, mais personne ne les a répondu. La situation a ainsi de lourdes conséquences chez les réfugiés. Ces infirmiers ont envoyé une correspondance aux organisations ADC, CNR, Bureau ADC Baraka, Bureau HCR Baraka, Bureau Protection Baraka, mais aussi au Bureau central ADC Kinshasa, mais ils n'ont reçu aucune réponse. Nous autres réfugiés en sommes victimes car malgré que nous ne sommes pas satisfaits du service rendu, il y a aussi des réfugiés qui sont recherchés par ces Maïmaï qui ne peuvent pas sortir pour aller se faire soigner à l'extérieur du camp. Ces réfugiés demandent au HCR et au gouvernement congolais de faire tout leur possible pour que ces infirmiers reviennent et ainsi la reprise des activités pour soigner les réfugiés. Et voilà, c'est sur ce reportage de notre consoeur Marie-Ange Ilakoudzi que nous mettons un point final au journal en français de ce vendredi 18 mars 2022. Merci à vous pour votre aimable écoute. Grand merci pour les équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.